Je veux dire, en ce qui concerne le côté ukrainien, ils n'allaient de toute façon pas envisager cet accord de paix. Mais c'était la Russie qui, du moins rhétoriquement, offrait une sorte de dernière branche d'olivier pour mettre fin à la guerre. À ce stade, c'est terminé. Nous ne savons pas encore quelle va être la réponse de la Russie. S'il va y avoir une approche similaire à celle autour de Kharkov, où ils ont occupé et contrôlé le territoire pour créer un tampon, cela pourrait être quelque chose que Poutine envisage. Pour l'instant, nous sommes encore en train de stabiliser le front de Kursk et de repousser les forces ukrainiennes en Ukraine. Bonjour à tous. Je suis Pascal de Neutrality Studies et je suis de retour avec le Dr Michael Rossi, maître de conférence à l'Université Rutgers dans le New Jersey. Il enseigne les sciences politiques et les relations internationales en se concentrant sur le lien entre la culture et la politique. Vous connaissez peut-être Michael Rossi grâce à sa chaîne YouTube, Michael Rossi Policy, où il publie des sources primaires précieuses comme des discours non commentés et des communiqués de presse de l'État russe. Ces documents vidéo sont accessibles à de nombreuses personnes qui ne parlent pas russe. Il fournit également ses propres commentaires sur sa chaîne. Aujourd'hui, il est avec nous, parlant depuis Tashkent, pour nous donner une mise à jour sur ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Michael, bienvenue. Michael, very welcome. Thank you for having me back, Pascal. Always a pleasure to talk to you. Merci de m'avoir invité à nouveau, Pascal. C'est toujours un plaisir de parler avec vous. Nous échangions quelques emails et avons décidé que nous devrions discuter de la situation, car vous suivez de près les médias russes. En ce moment, il se passe beaucoup de choses. Nous avons vu l'incursion de l'Ukraine dans la région russe de Kursk, où certaines troupes sont encore présentes. Il y a aussi eu un article du New York Times sur les conscrits pris comme prisonniers, sur lequel j'ai commenté hier. Je trouve assez troublant que le New York Times ait publié cela. Pendant ce temps, la guerre en Ukraine continue, et il semble que les Russes aient pris le contrôle de certaines zones. Pourriez-vous nous donner un aperçu de ce qui s'est passé ces derniers jours? Eh bien, vous avez résumé cela de manière assez succincte. Une chose que je dois clarifier, c'est que les médias officiels russes ont immédiatement présenté cette incursion comme rien de plus qu'un coup de pub. Ils n'avaient vraiment aucune idée de pourquoi l'Ukraine faisait cela. Cela a été vu au mieux comme un gaspillage de ressources et au pire comme une mission suicide. De nombreux commentateurs ont noté que l'Ukraine envoyait certains de ses combattants aguerris, ainsi que des armes lourdes et de l'équipement. L'intention, selon ce que nous comprenons, était d'atteindre Kursk, sinon pour occuper la ville, du moins pour tenir la centrale nucléaire en otage. L'idée était de l'utiliser comme un atout, une sorte de levier dans les prochaines discussions avec la Russie. Le gouvernement ukrainien a déclaré qu'il était temps d'inclure la Russie dans la discussion. Sans aucun levier de son côté, il devait tenter ce pari. Les médias russes ont trouvé cela absolument idiot car ils croyaient qu'il n'y avait aucune chance que l'Ukraine atteigne Kursk. Ils s'attendaient à ce que ce soit une simple campagne de nettoyage qui prendrait 2 à 4 jours au maximum. Cependant, 1 ou 2 semaines se sont écoulées et cela ne s'est pas produit. En conséquence, les médias ont fait face à des critiques, même de la part de nombreux Russes eux-mêmes, qui pensaient que la couverture médiatique était trop rapide et désinvolte. Je veux également faire la distinction entre les sources médiatiques officielles et les divers canaux Telegram que je suis. Comme nous venons de le discuter, il faut prendre ces canaux Telegram avec des pincettes. Ils ont tendance à être soit très pro-russes, soit très pro-ukrainiens. Beaucoup de canaux pro-russes ont rapidement critiqué, voire réprimandé,
les médias officiels russes pour être trop confiants. Ils ont dit qu'il faudrait entre 2 à 3 semaines, voire jusqu'à 1 mois, pour stabiliser la situation. D'après ce que je vois sur Telegram, la situation a été stabilisée dans la région de Kursk, mais les forces ukrainiennes sont toujours présentes. Ils ne font pas d'incursions supplémentaires. Pendant ce temps, les forces antiterroristes russes, ainsi que les troupes Akhmat de Ramzan Kadyrov, visent à les encercler efficacement. Ils veulent capturer la frontière entre la Russie et l'Ukraine, isoler les forces ukrainiennes et les forcer à se rendre ou à engager le combat. Tant les chaînes officielles russes que les chaînes Telegram conviennent que cette situation est à l'avantage de la Russie. Ils estiment que l'Ukraine a commis une erreur de calcul significative. Les plus grandes pertes pour l'Ukraine sont en termes de vie humaine et de ressources précieuses. La dernière fois que j'ai vérifié, l'Ukraine avait perdu plus de 1500 soldats, ainsi que plusieurs véhicules blindés, chars et armes. Beaucoup d'entre eux ne sont pas seulement des conscrits. Ce sont des combattants aguerris. Cela épuise les renforts de l'Ukraine sur ses propres champs de bataille. Au départ, il était entendu que la Russie retirerait ses troupes du côté ukrainien pour renforcer et stabiliser le côté de Kursk. Cependant, cela ne s'est pas produit. Il y a eu un certain réajustement des forces, mais la Russie continue de progresser en Ukraine, notamment autour de Donetsk et de Luhansk. Plus tôt dans la journée, New York a été capturée. La ville clé de Pokrovsk à Luhansk est toujours dans une zone grise. Mais la dernière fois que j'ai vérifié, les responsables militaires ukrainiens ordonnaient l'évacuation des civils de la zone pour se préparer à sa capture imminente par les Russes. Je me demande donc quel était l'objectif principal de l'incursion de l'Ukraine. Si cela a été fait spécifiquement pour les relations publiques afin de remonter le moral, ou plus probablement pour montrer au monde et à la Russie, avant tout, que l'Ukraine peut faire cela et que la Russie a des frontières faibles et non gardées, alors c'était aussi un moyen d'humilier Poutine et le haut commandement militaire russe. À ce stade, il n'y a aucune chance qu'ils atteignent même Kursk, encore moins la centrale nucléaire. Mais le fait qu'ils puissent faire cela, semer le chaos, et être encore là avec succès après 2 semaines, en continuant avec des tactiques de guérilla, montre qu'ils peuvent être une épine dans le pied de la Russie. S'ils se retirent, un autre point à considérer est que cela pourrait se produire dans d'autres régions. Ils pourraient faire cela en Biélorussie ou à Kaliningrad si nécessaire. Ils pourraient faire d'autres percées dans divers autres endroits. Si c'est le cas, alors l'Ukraine n'est pas aussi impuissante ou fragmentée que certains pourraient le croire. Cependant, à mon avis, c'est une estimation beaucoup réduite de ce qu'était l'objectif ultime et original. Et l'élan a maintenant été complètement perdu. Certaines des interprétations les plus sombres de cette phase de la guerre suggèrent un passage de la guerre symétrique à la guerre asymétrique. L'Ukraine pourrait se diriger vers des tactiques de guérilla et de coups d'épingle. Cela pourrait être le premier de plusieurs mouvements de ce type. Cependant, le fait que l'Ukraine manque de personnel est un facteur important, nécessitant un certain changement. Même s'il y avait plus d'armes de la part de l'Occident, et même si l'Occident promettait davantage, la situation politique est telle que l'Occident affirme qu'il n'enverra pas de troupes au sol. Cette idée a été évoquée il y a environ 2 mois, notamment par les Français, mais elle a été effectivement rejetée. C'est ce que nous savons, du moins pour l'instant.
La question maintenant est de savoir quelle est la stratégie de la Russie pour mener la guerre à sa fin. D'après ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, avez-vous des indications sur l'évolution de la réflexion? Gagner des batailles est une chose, mais vous pourriez gagner chaque bataille et perdre quand même la guerre en n'atteignant pas la paix. Voyez-vous quelque chose sur les canaux? Do you see anything on the channels? The Telegram channels still, and again, Les chaînes Telegram continuent de souligner l'importance de maintenir l'élan actuel. Ils croient qu'éventuellement, l'incursion à Koursk sera résolue. Il y a encore des avancées du côté ukrainien. Cependant, il n'y a pas eu de changement sur les fronts de Zaporizhia et de Kherson qui ont atteint un point mort. Il y a encore des gains notables à Donetsk et Luhansk, Donetsk étant particulièrement significatif. in Donetsk and Lugansk. Right? Donetsk is really the big one. But what that still leaves open is this idea. Ce qui reste ouvert, c'est l'idée que, tandis que la Russie fait des gains à l'Est, l'Ukraine peut encore attaquer des villes frontalières comme Belgorod. Ils peuvent recourir à des tactiques de guérilla, comme vous l'avez mentionné, et je suis d'accord avec vous. Ils pourraient même utiliser des stratégies kamikazes, ce qui pourrait inclure attaquer la centrale nucléaire de Zaporizhia ou mener des attaques de drones contre Koursk. Cela pourrait éroder ce qu'ils croient être le moral russe parmi la population civile dans ces zones frontalières. Nous devons nous rappeler que la Russie est vaste. Now we have to remember, I mean, Russia is vastly huge, and this is little more than a pinprick within. Et vous savez, ce n'est pas seulement un problème mineur en Russie. La réponse parmi les citoyens russes a été de s'engager activement dans l'assistance humanitaire, en fournissant des lieux temporaires pour les civils russes déplacés par les forces ukrainiennes. Cela pourrait entraîner quelques enrôlements supplémentaires dans l'armée. Cela pourrait très bien arriver. Cependant, il n'y a pas eu de discussion au sein du cercle restreint de Poutine sur l'augmentation de la mobilisation. Pour l'instant, la stratégie de la Russie, du moins en apparence, est simplement de maintenir le statu quo. C'est un revers, mais c'est ce qui se passe en temps de guerre. C'était presque à prévoir. This is what happens in warfare. I mean, this was almost to be expected. And so this is still within the framework of, Et donc, cela reste dans le cadre de la stabilité militaire en ce qui concerne la Russie. Si cette situation est résolue dans une semaine environ, nous pourrions constater qu'il ne s'agissait que d'un léger revers. Si l'Ukraine continue d'envoyer des forces dans la région, même si c'est juste pour tenir certaines villes, de la même manière que la Russie en tient beaucoup en Ukraine, cela pourrait démontrer à l'Occident, en particulier à l'OTAN, que l'Ukraine n'est pas vaincue. Comme le dit son hymne, l'Ukraine n'est pas encore vaincue. L'Ukraine a sans doute une fenêtre de pertinence qui se referme, surtout avec l'élection à venir aux États-Unis. The election in the United States is coming up, and it's amazing how much global politics revolves around. C'est incroyable à quel point la politique mondiale tourne autour des élections dans mon pays. Si Trump gagne, et je dois aussi mentionner le changement interne aux États-Unis avec Biden forcé de partir et Kamala Harris amenée, ses chances sont passées d'une victoire quasi certaine à, je dirais, 50-50 à ce stade. Mais il a toujours de bonnes chances de gagner. Si cela se produit, la question de l'Ukraine pourrait être reléguée à la page 6 des journaux. Zelensky le sait, Syrski le sait, le gouvernement ukrainien le sait. Ils veulent donc faire un spectacle, ils veulent faire sensation pour démontrer qu'ils sont toujours pertinents et peuvent se battre. Si Harris gagne et que le Parti démocrate poursuit la politique de Biden de fournir un soutien financier à l'Ukraine, cela montre qu'il croit toujours que l'Ukraine mérite un financement de l'Occident. Si l'Occident permet à l'Ukraine d'utiliser les armes que nous fournissons sur le territoire russe, cela ressemble à une guerre par procuration ouverte. Cette situation donne à l'Ukraine l'occasion de prolonger toute chance d'un règlement négocié. En réponse à cette incursion,
Poutine a déclaré que l'accord de paix qu'il avait proposé il y a 1 mois ou 2 est désormais caduc. About a month or two ago is now dead on arrival, right? So that's done. That's gone. C'est donc fait. C'est fini. En ce qui concerne le côté ukrainien, il n'allait de toute façon pas envisager cet accord de paix. Mais c'était la Russie qui, du moins rhétoriquement, offrait un dernier rameau d'olivier pour mettre fin à la guerre. À ce stade, c'est terminé. Nous ne savons pas encore quelle sera la réponse de la Russie. S'il va y avoir une situation similaire à celle autour de Kharkov, où ils occupent et contrôlent le territoire pour créer un tampon, cela pourrait être quelque chose que Poutine envisage. Pour l'instant, nous sommes encore en train de stabiliser le front de Kursk et de repousser les forces ukrainiennes en Ukraine. En un sens, cette incursion de Kursk était aussi la brûlure du rameau d'olivier, ou quoi que ce soit d'autre. C'est comme dire « Non, Russie, nous allons nous battre ». L'interprétez-vous de cette manière? Ou cela pourrait-il simplement finir par être quelque chose de stupide? À un moment donné, Poutine pourrait proposer un autre accord de paix, mais il viendra avec encore plus de conditions que le précédent. À moins qu'il n'y ait un effondrement total du soutien à l'Ukraine ou une révolution interne à Kiev, où nous voyons Zelensky, Syrski et d'autres fuir vers la frontière polonaise, cela ne se produira pas. Ce ne sera que rhétorique. Nous devons y réfléchir un instant. Les conditions de paix de Poutine appellent effectivement à la réduction du territoire ukrainien. Ce sont des conditions de paix du XIXe siècle auxquelles l'Occident est absolument opposé. Si Poutine, au début de ce conflit, avait capturé et occupé un territoire simplement comme monnaie d'échange pour amener Zelensky à renoncer à tout accord avec l'OTAN ou l'UPLM, l'Ukraine aurait pu déclarer sa neutralité. À la fin de cela, le territoire serait retourné à l'Ukraine, la gardant intacte. La Crimée est une question différente. L'Occident aurait pu le pousser à aller de l'avant avec ce plan à un moment donné. La Crimée a toujours été un point de friction, car cela signifiait que l'Ukraine devrait renoncer à toute revendication ou contrôle sur la Crimée. Comme nous l'avons discuté plus tôt, aucun État n'abandonne volontairement un territoire de cette manière. Par exemple, la Serbie revendique toujours le Kosovo. Pourquoi l'Ukraine ne devrait-elle pas revendiquer la Crimée? Maintenant, avec l'ajout de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia et Kherson, il n'y a absolument aucun moyen qu'un gouvernement à Kiev signe cela, à moins de faire face à une défaite totale dans la guerre. L'Occident a considéré Poutine comme rien de plus qu'une menace militaire et un envahisseur avec des illusions de grandeur. Pour eux, cela n'est même pas envisageable. Quel que soit l'accord de paix ou la proposition finale que l'Occident proposera, je suis presque certain qu'il y aura très peu de changements territoriaux pour l'Ukraine. Il n'y a absolument aucun soutien pour que Zaporizhia et Kherson soient inclus. Je veux dire, en sabotant cet accord de paix, qui était presque finalisé en avril 2022, l'Occident a rendu tout accord de ce type impossible. Cet accord aurait maintenu l'Ukraine dans une condition optimale. Pour la Russie, il serait imprudent d'abandonner à moins qu'elle ne perde militairement sur le champ de bataille, ce qui ne semble pas être le cas. Le problème maintenant est que nous pourrions nous retrouver dans une situation similaire à celle de la Corée, avec une frontière dure que les gens contrôleront à un moment donné. Il pourrait encore y avoir des conflits mineurs des deux côtés, mais pas de solution militaire pour tout récupérer. Les deux parties revendiqueront ce territoire, et cela continuera d'empoisonner l'Europe pour un avenir prévisible, possiblement pour notre vie. Il se pourrait que nous assistions maintenant à la réalisation du rêve des néoconservateurs,
prolonger l'agonie de l'Ukraine et s'assurer que la Russie continue de saigner pendant environ 20 ans en échange de l'occupation de ces territoires. Hillary Clinton en a parlé ouvertement. Ce serait une stratégie naturelle, surtout en considérant comment l'Union soviétique a été chassée d'Afghanistan. L'idée est de maintenir le conflit à feu doux, à faible coût, en continuant d'infliger des dommages. Eh bien, je sais que l'Occident aime encore penser à la Russie comme à l'Union soviétique. Je crois que c'est une grossière interprétation erronée et un calcul très imprudent. Nous avons également parlé auparavant de Glenn Deason et de son travail sur la russophobie, qui est un livre que je recommande toujours à tous vos lecteurs. Il expose vraiment les attitudes et perceptions que l'Occident a à propos de la Russie. Je dois donner un avertissement ici. La Russie d'aujourd'hui n'est pas l'Union soviétique en Afghanistan. L'Armée rouge était fortement démoralisée pendant l'occupation de l'Afghanistan, ce qui est quelque chose que l'Afghanistan sait très bien faire à toute force extérieure. Cela finira par démoraliser n'importe quel soldat ou armée. L'Afghanistan était un territoire étranger pour l'Union soviétique. L'Ukraine détient une valeur culturelle, historique, morale et émotionnelle pour la Russie. Cela ne justifie pas de plus grandes revendications territoriales de la part de la Russie ou quoi que ce soit de ce genre. Cependant, c'est une guerre fraternelle entre deux pays, avec des personnes impliquées des deux côtés. C'est une question de fierté et d'honneur. La Russie ne va pas être saignée à blanc autant que l'Occident aimerait le croire, d'autant plus que l'économie russe est maintenant en croissance et en expansion. Elle a réussi à se transformer en une économie de guerre. Ses combattants militaires sont encore largement composés d'organisations privées et de volontaires. Il n'y a pas de mobilisation générale comme on en trouve en Ukraine. C'est pourquoi le moral en Ukraine est si bas. De nombreux soldats étaient simplement des civils il y a une semaine, pris au mauvais endroit, au mauvais moment. Ils ont été recrutés par des recruteurs militaires, jetés dans une camionnette et envoyés au front. Ils n'ont aucun intérêt personnel dans le combat. Le moral est comparativement beaucoup plus bas qu'en Russie. En Russie, le moral est élevé. Le territoire continue d'être gagné. L'économie russe fonctionne presque indépendamment de tout cela. Ils peuvent se permettre le scénario que vous avez envisagé, qui est un conflit gelé avec une frontière dure. S'il y a une sorte de cessez-le-feu négocié sans résolution, la Russie peut maintenir le front. Cependant, Poutine ne veut pas cela car cela donne à l'Ukraine le temps de se rétablir, de se réarmer et de se réorganiser. Si on en arrive là, disons que Poutine obtient ce qu'il veut, les 4 régions avec la Crimée. Cela permet à l'Ukraine de conserver Kharkov et Odessa, qui sont vitaux pour l'existence de l'Ukraine, surtout Odessa, car elle offre un accès à la mer Noire. Cependant, il y aura des durs en Russie, les faucons de guerre, qui pourraient critiquer Poutine pour s'être arrêté avant de porter le coup final. Maintenant, savoir si la Russie peut y parvenir est une autre histoire. Leurs gains territoriaux sur le front sont incroyablement lents. Nous ne sommes pas exactement sûrs si c'est parce que la Russie n'est pas militairement capable d'avancer rapidement. Nous pensons souvent à la Blitzkrieg ou aux forces américaines, où mon pays peut prendre le contrôle d'une nation en moins d'une semaine. La Russie est engagée dans cela depuis plus de 2 ans. Alternativement, la Russie avance-t-elle délibérément, lentement et sûrement, en utilisant une stratégie d'épuisement des forces ukrainiennes, jusqu'à ce qu'elles soient si épuisées qu'elles acceptent n'importe quoi. Cette stratégie est quelque chose de jalousement gardé au sein du ministère russe de la Défense. Well, one of the things
Une des choses que nous savons sur ce que la Russie nous a dit au début de la guerre, c'est que l'un des objectifs de l'opération militaire spéciale est la démilitarisation de l'Ukraine. Il y a deux façons d'y parvenir, l'une par accord et l'autre par la force. Certains commentateurs soulignent qu'il semble que la Russie, au moins après avril, lorsque tout a été réorganisé en vue d'une guerre longue, visait à éliminer la capacité de l'Ukraine à menacer la Russie. Le problème est que ce n'est pas seulement la capacité de l'Ukraine, c'est aussi la capacité de l'OTAN. The problem is it's not just Ukraine's capacity, it's NATO capacity, right? And NATO has been shoveling in incredible loads of weapons. Et l'OTAN a fourni une quantité incroyable d'armes, comme des chars Léopard et divers missiles. La Russie les abat. Il pourrait même y avoir une incitation à faire le contraire, à afghaniser l'Ukraine, mais du point de vue de l'OTAN, plus l'OTAN envoie d'armes, plus les Russes les abattront, démilitarisant potentiellement non seulement l'Ukraine, mais aussi l'OTAN. Ce conflit évolue de manière à ce qu'un conflit prolongé puisse être considéré comme stratégiquement bénéfique par les deux parties. Voyez-vous cela se produire? Soyons parfaitement honnêtes ici. La survie de l'Ukraine à ce stade est presque entièrement due à l'OTAN, en particulier aux États-Unis. Cela ne veut pas dire que l'Ukraine s'effondrerait complètement sans eux, mais elle serait certainement contrainte à une position difficile. Comme vous l'avez souligné, dès le premier mois de la guerre, l'Ukraine était prête à signer un accord, les accords d'Istanbul. Puis Boris Johnson est intervenu et a effectivement dit « Non, ne faites pas cela tout de suite ». Beaucoup en Occident attendent que leur stock militaire augmente, et certains ont même suggéré que c'est un bon investissement. Certains politiciens moins réputés ont même suggéré que c'est une stratégie fantastique parce que nous ne perdons aucun de nos soldats. Notre argent sert à faire en sorte que d'autres combattent et tuent des Russes, et nous pouvons continuer ainsi indéfiniment. Aux États-Unis, il y a une raison pour laquelle nous n'avons pas de système de santé universel, en raison de notre investissement dans le complexe militaro-industriel. Si cela profite aux États-Unis, au Royaume-Uni, à l'Allemagne, à la Pologne et à l'OTAN dans son ensemble, de continuer à fournir à l'Ukraine des armes qui lui permettent de survivre 2 semaines de plus, alors c'est exactement ce qui se passera. La Russie sera-t-elle capable d'abattre les missiles ou de capturer les chars? Probablement. Mais cela nous amène à considérer que la seule façon d'épuiser la Russie depuis l'Occident est à travers une longue guerre d'usure. Cela pourrait être économique, similaire à ce qui s'est passé dans les années 1980, ce qui a conduit à l'effondrement interne de l'Union soviétique. L'approche de Reagan était de mettre l'Union soviétique en faillite. Le capitalisme peut emprunter de l'argent comme s'il n'y avait pas de lendemain, tandis que le communisme ne le peut pas. Ainsi, la stratégie était de dépenser plus que la Russie en dépenses militaires. Gorbatchev a dû répondre de la même manière, et tout le système s'est effondré. Si c'est la même stratégie, de nombreux dirigeants américains semblent encore penser qu'il s'agit de traiter avec l'ancienne Union soviétique, comme si les États-Unis étaient toujours en 1993. Il reste à voir si cela fonctionnera, mais il est probable que non. Nous ne verrons aucun résultat avant au moins 2 ou 3 ans. Pendant ce temps, l'Ukraine continuera d'être dévastée. Des dizaines de milliers de personnes fuiront le pays ou seront prises dans la guerre. Pour l'Occident, l'Ukraine est une victoire à la Pyrrhus destinée à solidifier l'OTAN et à éventuellement paralyser la Russie. Cependant, c'est une victoire terrible, sans aucune véritable morale, à mon avis. La chose horrible est que les personnes en Occident, qui crient le plus fort qu'elles veulent sauver l'Ukraine,
sont prêtes à sacrifier autant d'Ukrainiens que nécessaire. Les mêmes personnes qui insistent sur le fait que nous devons tout faire pour aider l'Ukraine disent aussi que nous devrions envisager de renvoyer les hommes ukrainiens pour servir leur pays. C'est ahurissant et écœurant de voir jusqu'où ils sont prêts à prolonger cette guerre. Cela nous laisse avec la question que j'ai discutée avec Glenn Dizon il y a 2 semaines. Quelle est la contre-stratégie? Surtout, si nous supposons que cette stratégie nuit davantage aux Russes et que ce sont eux qui veulent désamorcer la guerre, de la même manière que les États-Unis ont trouvé une résolution avec le Japon. Je veux dire, c'était fantastique, non? Comment les États-Unis ont remporté une victoire et le Japon s'est rendu. Et quelques années plus tard, le Japon est devenu le meilleur allié des États-Unis et l'est resté pendant 70 ans. Cela devrait être l'objectif pour les Russes avec l'Ukraine. Mais il est très difficile de voir comment y parvenir tant que les armes et le soutien inconditionnel continuent d'affluer. C'est probablement au-delà des capacités politiques du processus politique ukrainien de le faire. Cela dépendra de la poursuite du flux d'armes. Si cela s'arrête, même les nationalistes d'extrême droite pourraient être prêts à conclure un accord avec Poutine pour préserver la souveraineté de l'État. Eh bien, dans ce contexte, je me suis souvenu d'un article écrit au début des années 90 par James Fearon. Je ne me souviens pas du titre exact, mais il se concentre sur les problèmes d'engagement ou les questions de politique étrangère. Le point principal est que des pays comme les États-Unis, en particulier les États libéraux qui opèrent sur des principes libéraux, visent à sauver le monde de la tyrannie. Il leur est très difficile de changer soudainement de cap. Ils passent de la défense du droit de l'Ukraine à rejoindre l'OTAN et de la lutte contre l'expansionnisme russe à la conclusion soudaine d'un accord. Cela n'arrive tout simplement pas. Cela n'arrive tout simplement pas. Même si cela peut être stratégiquement militaire ou économiquement bénéfique, vous ne faites tout simplement pas cela. Lorsque vous vous engagez à un objectif, vous faites de grands efforts pour l'atteindre. Il y a ceux en Russie et certains du côté pro-russe qui croient qu'il suffit d'épuiser la détermination de l'Ukraine, d'un changement de leadership ou d'un événement significatif pour que l'Occident change sa stratégie. Il faudrait un événement incroyablement majeur, comme l'utilisation d'armes nucléaires, ou peut-être une victoire de Trump combinée à l'effondrement des gouvernements centristes à travers l'Europe. Centrist governments across Europe. Macron is out, Mélenchon comes in. Vous savez, Macron est dehors, Mélenchon arrive et l'AfD gagne du pouvoir. Le gouvernement de Starmer s'effondre complètement au Royaume-Uni. Tout ce qu'il vous reste, ce sont la Pologne et les 3 États baltes prêts à se battre, et personne d'autre n'est prêt à le faire. Pour que cela se produise, il faudrait une révolution systémique majeure au sein de l'Europe et de l'OTAN. Si cela n'arrive pas, ils continueront à poursuivre cela, surtout si la guerre est externalisée. S'ils ne perdent aucun de leur propre matériel spécifique, l'Ukraine est sacrifiable. Si cela signifie finalement que la Russie s'épuisera avant l'Occident, alors mission accomplie. Then mission accomplished. I think also, I want to add this because you mentioned. Je veux ajouter quelque chose parce que vous avez mentionné le Japon. Je pensais aussi au Vietnam. L'Amérique aurait pu continuer la guerre du Vietnam aussi longtemps que possible. Mais finalement, c'est Nixon qui a dit « OK, nous ne pouvons pas gagner ». Il est très difficile pour les États-Unis d'admettre la défaite. En Afghanistan, le récit était que nous avions atteint nos objectifs initiaux il y a 20 ans en expulsant Al-Qaïda d'Afghanistan. Mais cela devrait être plus efficace. Mais n'est-il pas intéressant que personne ne parle plus de l'Afghanistan? Nous avons rapidement déplacé notre attention vers l'Ukraine.
l'Afghanistan n'en valait pas la peine, mais celui-ci vaudra le coup, n'est-ce pas? Ou que se passerait-il si une grande guerre éclatait entre l'Iran et Israël, nous obligeant à détourner notre attention de l'Ukraine? En dehors de cela, les problèmes d'engagement sont des éléments qui figent la politique étrangère d'un pays. Vous dites que vous allez faire quelque chose et n'y aura pas de réputation. But it's another thing, it's commitment, absolutely right. But the second thing is what you just mentioned. Oui, mais c'est autre chose. C'est un engagement. Absolument. Mais la deuxième chose est ce que vous venez de mentionner, et c'est l'attention. Tant que l'attention peut être concentrée sur un point, l'incitation à la réputation pour ne pas abandonner une politique échouée est très forte. La guerre en Ukraine est essentiellement devenue le nouvel Afghanistan et l'a complètement éclipsé. Même si l'Afghanistan était dans une situation désespérée, ce qu'il est toujours. Elle a également éclipsé le Covid, qui a pris fin, n'est-ce pas? En 2020 et 2021, il n'y avait pas de capacité à se concentrer sur une guerre, parce que nous étions occupés avec une autre, celle contre le Covid. Dans le même sens, il y a maintenant ce facteur au Moyen-Orient, et nous attendons toujours la réponse de l'Iran. We're still waiting for the response of Iran, and there are reports that Russia is actually helping Iran. Il y a des rapports selon lesquels la Russie aide effectivement l'Iran avec des systèmes de défense antimissiles et d'autres soutiens militaires. L'Iran renforce sa capacité à mener une guerre contre Israël et par extension les États-Unis, bien que ce conflit serait très différent. Une chose est claire. Les États-Unis ne seront pas prêts à sacrifier Israël de la même manière qu'ils étaient prêts à dépenser des ressources en Ukraine. Israël est une situation complètement différente. Nous avons appris qu'Israël a une influence significative sur le processus politique américain et non l'inverse. Cela signifie que tout conflit impliquant Israël sera traité différemment. D'après vos sources, y compris les médias russes et les chaînes Telegram, que pensent les Russes de la situation au Moyen-Orient? What do the Russians think about that one? La Russie a joué un rôle très légaliste et neutre. Elle soutient ouvertement la création d'un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale. Cependant, la création d'un tel État impliquerait probablement un conflit avec Israël, car Israël ne permettrait pas que cela se produise facilement. Il soulèverait des préoccupations concernant leurs colons, auxquels le reste du monde pourrait répondre de manière désinvolte. Mais ce scénario est peu probable, car les États-Unis l'empêcheraient. Il est difficile de déterminer qui contrôle qui dans cette situation. Cela semble être une relation symbiotique, où Israël sait qu'il a le soutien de tout éventuel gagnant aux prochaines élections de novembre. Si c'est Trump, Netanyahou pourrait envisager une solution finale pour les Palestiniens. Si c'est Harris, il y aura plus de retenue, mais pas de réelle pression sur Israël. Il pourrait y avoir quelques gestes rhétoriques, mais au-delà de cela, Netanyahou, le gouvernement israélien et l'élite politique israélienne savent qu'ils sont protégés par les États-Unis. Comme vous l'avez souligné, si une guerre éclate, les États-Unis s'impliqueront. Ils pourraient ne pas envoyer de troupes au sol, mais ils défendront Israël jusqu'au bout. Il y a deux pays auxquels les États-Unis accorderont absolument et positivement un soutien inconditionnel dans le monde, le Royaume-Uni et Israël. Il n'y a aucun doute là-dessus. Pour tous les autres pays, il y a une date d'expiration pour ce soutien. Il y a une date d'expiration, certaines un peu plus que d'autres. La réponse de la Russie à tout cela est de soutenir la création d'un État palestinien, mais dans le cadre d'une solution à deux États où les Palestiniens vivent aux côtés d'Israël. Ainsi, la Russie n'est certainement pas alignée avec l'Iran pour appeler à la fin de l'État israélien. La Russie entretient de bonnes relations avec le gouvernement israélien. Nous devons nous rappeler qu'il y a beaucoup de Russes vivant en Israël.
Ils adoptent donc une approche plus structurelle au Moyen-Orient. Cependant, leur soutien à l'Iran est motivé par des raisons économiques et infrastructurelles. L'Iran est désormais membre des BRICS, aux côtés de l'Arabie saoudite. Nous avons tendance à l'oublier, n'est-ce pas? Nous pensons souvent que les États du Golfe et les États arabes se rangeront du côté d'Israël et des États-Unis, mais pas autant qu'avant. Yerzais Kaylee Court Momito, Vading Bizoth this worst, Star Gailing Thing for Zarger. And this may also lead to God, I hope it doesn't happen like this, but I'm thinking more and more. J'espère que cela ne se passera pas ainsi, mais je pense de plus en plus à la façon dont les réseaux d'alliances se construisent de manière similaire à ce qu'ils étaient autour de 1914. Il suffit d'un faux pas, comme un Autrichien visitant une ville des Balkans au mauvais moment, et soudainement, les alliances sont activées, menant à un conflit. Cela pourrait-il entraîner la Russie dans un conflit au Moyen-Orient? Et la Chine. Nous n'avons même pas discuté de l'implication potentielle de la Chine ou de ce que les États-Unis pourraient faire en termes de guerre économique. Et comment Taïwan pourrait-il entrer en jeu si quelque chose s'intensifie au Moyen-Orient ou avec la Chine? L'Ukraine n'est plus le sujet tendance, ce dont ils sont conscients. Je pense que c'est pour cela que Zelensky essayait de faire quelque chose à Koursk, pour ramener l'Ukraine sur le devant de la scène. L'idée est de montrer que l'Ukraine a encore un certain avantage tactique. Sinon, c'est pour infliger un revers à la Russie, pour se battre avec des tactiques plus proches de la guérilla et une guerre de style kamikaze qui inflige de sérieux dommages à la Russie. Nous sautons d'un sujet à l'autre ici. Je sais que nous parlions du Moyen-Orient et j'introduisais la Chine et tout cela. Ils sont interconnectés. Cette situation est interconnectée. Aussi regrettable que cela puisse être, nous nous rapprochons d'une guerre mondiale. Pas une qui éclate d'un coup, mais progressivement, semblable à la Seconde Guerre mondiale. Elle n'est pas devenue une guerre mondiale immédiatement en 1939. De 1939 à 1941, c'était principalement un conflit européen. Elle s'est étendue plus tard en raison des actions du Japon. Donc, ma question est de savoir si la Russie pourrait avoir un intérêt stratégique à voir l'Iran s'engager dans un conflit. Pourrait-il le voir comme un moyen de se venger des Américains? Avez-vous entendu parler de cela? J'espère que non. Have you ever heard anything of that? I hope not. If it has, it's not the Telegram channels. Si c'est le cas, ce n'est pas sur les chaînes Telegram que je suis. Je ne lis pas les commentaires, je lis juste les articles. Parfois, je vérifie les commentaires pour voir le sentiment général. Les sections de commentaires sont généralement remplies des personnes les plus bellicistes, mais ce ne sont que des commentaires d'utilisateurs ordinaires de Telegram. Donc, non, nous n'en sommes pas encore là, et j'espère que nous n'y arriverons jamais. Non, car la dernière chose que nous voulons, c'est que cela se propage. Le problème réside dans la logique de la guerre, surtout lorsque la guerre devient systémique, comme nous nous en approchons en Ukraine. Si l'usure de l'adversaire devient quelque chose que les deux parties souhaitent, elle pourrait la maintenir pour des raisons mutuellement bénéfiques. C'est une situation malsaine, mais cela peut arriver. Mais ce qui est encore plus problématique, c'est que l'élan pour maintenir cela est enraciné dans la politique étrangère libérale américaine. Cette idée découle de la croyance que les États-Unis, étant les plus influents, ont une responsabilité. Si la France ou le Royaume-Uni avaient la même capacité, ils pourraient agir de manière similaire. Il y a un zèle messianique à soit démocratiser et civiliser certaines parties du monde en développement, soit empêcher les rivaux hégémoniques de prendre pied. Actuellement, la Russie est considérée comme le rival idéologique le plus vocal, tandis que la Chine est le plus grand rival économique. La politique étrangère de la Chine
reste très discrète. Is the bigger economic one. All right, China's foreign policy is still very quiet. Russia is kind of like, the loud one in the room, and China's the sleeping dragon. La Russie est comme la personne bruyante dans la pièce, et la Chine est le dragon endormi. Les deux pays se sont rapprochés et toutes les tentatives des États-Unis pour les séparer ont échoué. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Vous avez tout à fait raison de dire que nous pourrions assister à une série de conflits impliquant les États-Unis, l'OTAN et le Royaume-Uni. Cela est dû à leur désir de maintenir un élan idéologique. Si nous nous retirons de l'Ukraine, la Russie gagne. Si nous nous retirons de Taïwan, la Chine gagne. Si nous nous retirons d'Israël, l'Iran gagne. Nous ne pouvons pas laisser ça se produire. Iran wins. And we can't let that happen. Goddamn zero-sum thinking. Mince, cette mentalité de jeu à somme nulle, sans aucun sens de l'intérêt commun et de la prospérité partagée, est ce qui nous ruine en ce moment. J'aimerais que nous puissions terminer sur une note plus joyeuse. Mais le monde est ce qu'il est. Suivez Michael Rossi Polsi, sur YouTube et Twitter. Vous êtes sur Twitter, n'est-ce pas? Oui, je le suis. J'ai un compte Twitter. Je le vois apparaître parfois. Suivez là-bas. Remote as now, so very suivre. Yes, it does. Any other place to follow you? Eh bien, Instagram, mais c'est uniquement pour la photographie, c'est mon endroit heureux. Il n'y a pas de politique là-bas. Tout le monde a besoin d'un endroit où il se sent bien. Michael Rossi, merci beaucoup. Merci, Michael. Si vous appréciez Lasny Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.